Bonsoir à tous. Je vois que vous commencez à arriver. Alors, je vous laisse un petit peu arriver. Il est 20h02. Alors, merci de participer à ce webinaire organisé par GACD. Le thème de ce soir, les urgences en pédodontie, est animé par le docteur Isabelle Rodriguez. Bonsoir, docteur. Bonsoir Le Emmanuel. docteur Rodriguez est pédodontiste exclusive à Paris. Or, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous souhaitez après sa présentation. Et vous pouvez aussi poser vos questions sous l'onglet en bas de votre écran où il y a marqué discussion. Donc, la discussion vous sera ouverte après ce webinaire. Je vous laisse en compagnie du docteur Rodriguez. Passez une très bonne soirée et je vous dis à tout à l'heure. Merci Emmanuel. Donc, je me présente, je suis le docteur Rodriguez Isabelle. Donc, je suis odontologiste pédiatrique exclusive depuis 17 ans, même un petit peu plus. J'exerce maintenant dans le 17e arrondissement. Et donc, le but du webinaire est de vous présenter un peu quelles sont les urgences dans ma discipline. Je vais vous partager d'abord mon écran. Voilà. Donc d'abord, les urgences dentaires, comme dans tout cabinet, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Après, les urgences en odontologie pédiatrique sont assez particulières puisqu'elles sont axées très souvent sur les traumatismes dentaires, donc que ça soit chez l'enfant en denture temporaire ou chez l'enfant un peu plus âgé ou l'adolescent. Donc on touche aussi les dents permanentes. Ça, c'est une grosse partie des urgences dentaires. Ensuite, on a les urgences dites infectieuses, donc comme chez l'adulte, des caries profondes, des abcès. On peut avoir aussi beaucoup de polycaries chez les enfants en denture temporaire stricte, par exemple. 16 dents sur 20 peuvent être cariées. Et enfin, j'ai appelé une petite partie qui est plutôt les petites urgences. Pourquoi? Parce que ce sont quand même des urgences pour les patients, pour les parents, qui des fois sont plus sensibles, on va dire, aux pleurs de l'enfant que d'autres, mais qui restent sans trop de risques pour notre jeune enfant. C'est tout ce qui est dents crocodile, donc mobilité importante des dents temporaires, des morsures, des éruptions des dents permanentes, des aftes, des choses comme ça. Donc, le but du webinaire va être d'actualiser un petit peu vos connaissances sur le sujet des urgences dentaires en pédo, parler un petit peu de la consultation d'urgence. Alors, je ne vais pas la développer énormément puisque je l'ai beaucoup fait lors du webinaire de traumatologie où j'ai axé vraiment sur le webinaire avec la consultation d'urgence. Là, je vais dire vraiment les items principaux où il ne va pas falloir passer à côté. Et enfin, je vais donner un peu les procédures cliniques que l'on fait, qu'on réalise en urgence. Alors, on va beaucoup parler de traumatologie, puisque c'est vraiment une des urgences importantes chez l'enfant, mais après, je vais aussi parler des autres urgences dentaires. Donc, la consultation d'urgence, elle commence par quoi? Par le contact téléphonique. Donc, c'est votre assistante, une secrétaire qui va répondre aux parents au téléphone. Donc, la première attitude est bien entendu de rassurer la personne, le parent que l'on a au bout du fil, afin d'essayer de dédramatiser au mieux cette situation et d'essayer de convenir d'un rendez-vous qui soit rapide pour le parent, mais aussi qui rentre facilement dans l'agenda du cabinet sans faire le désordre partout. Il va falloir aussi évaluer ce type d'urgence. Ça ne va pas être la même chose pour nous lorsqu'on a un traumatisme, en particulier sur une dent permanente, ou si on a, par exemple, un abcès ou tout simplement un aphte, même si à l'avance, vous ne savez pas que c'est un aphte. Et enfin, conseiller, donner le maximum de conseils. Donc, en traumatologie, on va pouvoir donner beaucoup de conseils. Par exemple, dans le cas d'expulsion d'une dent permanente, comment conserver la dent, comment la réimplanter si la personne se sent capable de réimplanter immédiatement. Voilà. Et donc, ça va être le rôle de l'assistant d'essayer de conseiller au mieux en attendant votre consultation à vous.
Lorsque le patient arrive au cabinet, vous allez déjà faire l'anamnèse, comme toute consultation. L'anamnèse médicale, savoir les antécédents médicaux de l'enfant, les allergies, les maladies, et faire une anamnèse donc dentaire au départ. Elle sera différente, bien entendu, si c'est de la traumatologie, si c'est une infection, donc un patient qui arrive avec la joue gonflée, par exemple. Donc, vous allez, en fonction de ce que vous voyez, détailler cette anamnèse. En traumatologie, trois questions très importantes vraiment à pas passer à côté, c'est où est-ce que ça s'est situé. Pas pareil si c'est sur un terrain donc propre ou sur un terrain qui est plus sale avec des gravillons, de la terre. La question quand, très importante en traumatologie, à quel moment s'est passé le choc, surtout en cas de dent permanente, en cas de fracture coronoradiculaire, coronaire, en cas d'expulsion. Plus le choc est géré rapidement, mieux ça va être pour notre dent permanente. Et enfin, le comment. Donc, l'impact du choc va être important. C'est pas la même chose si on a un petit enfant qui commence à marcher, qui tombe à peine de sa hauteur, qu'un enfant de 10 ans qui est en vélo et puis, poum, qui tombe à vitesse importante. Plus la vitesse sera importante, plus l'impact sur nos dents sera important. Ensuite, on va passer à notre examen exobuccal. Donc, d'abord, vérifier, donc, inspecter, palper. Donc, si on a un abcès, par exemple, si on a en traumatologie des blessures externes, nettoyer ces blessures en traumatologie afin de mieux voir s'il y a des corps étrangers qui se sont mis dans les lèvres, par exemple. Donc, essayer de vérifier déjà en exobuccal tout ce qu'on peut nettoyer. Vérifier aussi la cinétique. En cas d'abcès, on peut avoir une limitation d'ouverture buccale, même chose en traumatologie. Ensuite, on va faire notre examen endobuccal. Donc là, en fonction de l'urgence, on peut avoir donc des positions dentaires différentes suite à un choc. Au niveau des tissus mous, des lésions, on peut avoir une occlusion différente qui a été modifiée ou tout simplement des aftes qu'on voit, des choses comme ça. Donc, en fonction de ce que l'on a, on va effectuer soit des tests cliniques ou pas et vérifier au mieux l'ensemble de la cavité buccale. Enfin, il y a possibilité de prendre l'examen radiographique. Alors, en fonction de l'urgence, en traumatologie, on va en faire sans aucun souci. Tout ce qui est urgence infectieuse, on va le faire aussi sans se poser de questions. Tout ça, ça va nous permettre de voir des stades de développement radiculaire, s'il y a fracture radiculaire ou pas, l'atteinte des structures parodontales, osseuses, la présence de corps étrangers. Donc, que ça soit en traumatologie, ça va être une radio de base qui va nous permettre de faire de la surveillance. Et au niveau infectieux, on va pouvoir savoir quelles sont nos atteintes au niveau osseux, parodontal, etc. Dans certains cas, quand c'est un aphte tout simplement, ou une mobilité dentaire excessive et qu'on voit la dent permanente qui est juste derrière, il n'y aura pas de nécessité d'avoir un acte radiologique sur ça. Enfin, la consultation d'urgence va se terminer soit par un acte dentaire ou non, en fonction de la situation, va se terminer par une ordonnance ou non, en fonction de la situation, et en cas de traumatologie, en tout cas, il faudra terminer absolument par un certificat médical initial que l'on donnera aux parents. Donc maintenant, on va parler de la traumatologie, qui est l'axe le plus important de ce webinaire, et on va parler d'abord de la classification des traumatismes. Donc, je me suis basée sur la classification de l'OMS, qui a été modifiée par Andreasen, et qui est basée en fait sur des considérations anatomiques et qui comprend tout ce qui est lésions dentaires, tissus de soutien dont la gencive et de la muqueuse buccale. Donc, elle est assez générale. Donc, au niveau traumatisme dentaire, des tissus durs, on a de la petite fêlure à des fractures coronaires simples qui intéressent soit l'émail et un peu la dentine. On a des fractures coronaires dites compliquées où là, on a une atteinte du tissu pulpaire. Et ensuite, on peut avoir des atteintes coronoradiculaires, soit simples, c'est-à-dire sans atteinte pulpaire, soit compliquées avec atteinte pulpaire, et ensuite des fractures dites seulement radiculaires. On a le traumatisme dit des tissus parodontaux,
Donc, le plus simple de base, c'est juste une concussion, un ébranlement. La dent, elle est juste, en fait, elle a bougé un tout petit peu sur elle-même. Il n'y a quasiment pas de saignement. C'est très rare qu'ils arrivent que pour ça. Ensuite, on a la subluxation, où là, par contre, la dent, elle bouge sur elle-même, la mobilité un tout petit peu augmentée. On a un saignement sulculaire. Là, on a déjà un motif de consultation pour une subluxation. Et ensuite, on va de plus en plus important au niveau de la mobilité, c'est les luxations dans tous les sens de l'espace, avec extrusion ou avec intrusion, des luxations qui peuvent être latérales, la plupart du temps vers l'intérieur, mais ça peut être aussi vers l'extérieur. Et le cas le plus important, c'est l'expulsion, donc soit de la dent temporaire, soit de la dent permanente. Et enfin, on a les traumatismes de l'os de soutien, donc qui part d'une simple comminution de l'alvéole à la fracture donc de la mandibule ou du maxillaire. Donc là, c'est surtout la panoramique qui va nous montrer ces fractures donc mandibulaires. Et enfin, on a tout ce qui est traumatisme de la muqueuse buccale, qui peut aller d'une simple abrasion, en fait, qui est très fréquente, tout ce qui est pourtour, joues, lèvres, des contusions à des déchirures. On peut avoir des déchirures au niveau de la lèvre qui sont assez importantes des fois, qui méritent des fois donc une fermeture avec suture et des fois absolument pas, et ça cicatrisera tout seul simplement. Donc, on va parler maintenant des conduites donc, à tenir. Donc, j'ai distingué 3 types de conduites, tout ce qui est fracture, luxation et expulsion. On va parler, un site important à avoir en tête, c'est le site de traumatologie de l'IADT, où il y a absolument tous les guidelines sur le type de traumatologie et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est super bien fait. Donc ça, vous pouvez le télécharger et l'avoir dans un coin de votre ordinateur, où vous avez, en fonction du cas, est-ce qu'il y a une recommandation radiographique ou pas, quel est le traitement qu'il faut faire en urgence et après, le suivi et quel est le pronostic, s'il est favorable ou il est défavorable. Donc ça, c'est vraiment pour chaque cas et donc c'est super bien fait et c'est vraiment à avoir à côté. Donc on va parler d'abord de la dent temporaire, ensuite je parlerai de la dent permanente. Donc, au niveau de la dent temporaire, on va parler des fractures, tout simplement. Donc, la fracture minimum, c'est une fêlure qui se voit par transillumination. Donc là, très simplement, très souvent, c'est de la surveillance. Très peu de douleurs sont associées, des fois des sensibilités. Donc, on fait attention à ce moment-là à l'alimentation pendant quelques jours et ça rentre généralement dans l'ordre. Fracture améllaire, très simple aussi. La plupart du temps, pas besoin de reconstituer. Il y a quelques sensibilités pendant quelques jours et puis après, ça se passe très bien et le pronostic est très bon. Ensuite, on a des fractures amélodentinaires, donc là, qui peuvent être plus ou moins importantes. Donc, dans le cas où la fracture est simple, on va, comme chez l'adulte, soit faire une abstention thérapeutique, en tout cas chez l'enfant. Des fois, dans certains cas, on peut faire de la surveillance et généralement, il n'y a pas de sensibilité associée. Des fois, on va reconstruire la partie manquante en technique directe, soit un composite, soit un ciment vérionomère si l'enfant est très très jeune, ou par exemple réaliser une pulpotomie et la reconstitution derrière dans le cas d'une fracture qui se rapproche en fait de notre pulpe. Dans les fractures corono-radiculaires sur la dent temporaire, donc idéalement, ce qui est un cas quand même assez rare, la dent temporaire, elle peut être reconstruite réparable, elle est sans exposition pulpaire, et là on va poser un ciment vérionomère. Des fois, il y a une exposition pulpaire associée et on va faire soit une pulpotomie, soit une pulpectomie en fonction du cas, et après reconstruire. Réellement, c'est des cas très rares. La plupart du temps, dans une fracture coronaro-radiculaire sur la dent temporaire, c'est une fracture en bois de verre où en fait, on a vraiment une explosion en fait de notre dent temporaire, une fracture assez importante et c'est l'extraction qui est de rigueur dans la plupart des cas. Par contre, en cas de fracture radiculaire de notre dent temporaire, donc en première intention, ça va être tout simplement
une surveillance et dans un certain nombre de cas, la surveillance va suffire en fait. Il y aura résorption en fait au niveau du bout de la racine fracturée et ensuite on va avoir la partie qui reste qui va bouger un petit peu plus mais qui va permettre normalement à l'enfant de garder ses dents le plus longtemps possible en attendant la dent permanente. Dans certains cas, par contre, on va être obligé d'extraire la partie donc mobile en fonction de la situation de la fracture radiculaire. Quelquefois, on va pouvoir repositionner la partie qui bouge et puis surveiller. Tout dépend en fait de la localisation de notre fracture radiculaire. Maintenant, au niveau des luxations de dents temporaires, donc, les plus simples, ce sont tout ce qui est concussion, subluxation. Donc, la plupart du temps, il y a très peu de mobilité associée. En fait, il y a par contre un saignement sulculaire, ce qui fait peur aux parents. Donc, les parents savent pas trop quoi faire. Mais finalement, ça cicatrise assez vite. En fait, il faut donner des conseils de désinfection, par exemple avec un bain de bouche antiseptique comme le Paroex, donner des conseils alimentaires pendant une semaine. Et ensuite, tout va rentrer en fait dans l'ordre et cicatriser. Par contre, ce qu'il faut, c'est surveiller, bien sûr, que ça cicatrise correctement et qu'il n'y a pas de souci au fur et à mesure des mois. Par contre, lorsqu'on a une luxation latérale, là, par contre, il y a mouvement donc de notre dent dans un des sens de l'espace. Donc, la première chose à vérifier, c'est l'occlusion de l'enfant. Est-ce que l'enfant peut fermer la bouche, peut s'alimenter et peut manger? Donc, si c'est le cas, super. S'il ne peut pas du tout s'alimenter parce que l'occlusion est complètement bloquée, parce que la dent, en fait, empêche la fermeture, là, l'extraction sera de rigueur pour que l'enfant puisse s'alimenter. La plupart du temps, en cas de luxation latérale, généralement, l'enfant s'adapte et modifie sa position d'occlusion. On a avec la langue la dent qui se remet en fait un peu plus en avant et généralement elle cicatrise dans une position différente d'avant, mais elle réussit à cicatriser. Après, il faut surveiller qu'elle cicatrise naturellement. Là, en urgence, ça va être surtout des conseils donc à donner aux parents. Si par contre il arrive très tôt et que vous pouvez repositionner la dent, tant mieux. La plupart du temps, vu le délai entre l'école qui appelle, les parents qui doivent venir les chercher, etc., un caillou s'est formé. La plupart du temps, en fait, on ne peut pas repositionner la dent, donc on essaie de la laisser cicatriser dans l'axe en fait dans lequel elle s'est mise. Et avec la langue, voir si ça se remet naturellement tout seul. Après, par contre, il peut avoir des intrusions dentaires. Donc là, on augmente dans le grade du traumatisme, associé ou pas à des fractures donc amélodentinaires. Donc, en cas de traumatisme avec intrusion, première intention, on attend que la dent redescende. Donc, au bout d'un mois, généralement, elle doit redescendre. Ensuite, on réévalue si elle continue à descendre. Généralement, au bout de 3 mois, elle redescend encore mieux. Et après, quand elle est complètement redescendue, on peut commencer à reconstituer les dents. Donc ça, c'est la situation idéale où la dent redescend spontanément. Par contre, des fois, la dent, elle ne redescend pas. C'est-à-dire, vous faites votre consulte à 1 mois, elle n'a pas bougé, vous refaites une consulte après 1 mois après, elle n'a pas bougé. Donc, si elle ne redescend pas, il faut aller la chercher, puisqu'il y a beaucoup trop de risques pour notre dent permanente. Maintenant, en cas d'expulsion de la dent temporaire, donc ça c'est par exemple le cas de Maxence, 2 ans, qui est arrivé donc comme ça au cabinet, où la dent tenait à pratiquement rien. Donc, on ne réimplante jamais une dent temporaire. Il y a beaucoup trop de risques pour notre dent permanente qui est derrière. Donc, quand c'est encore lié à quelque chose, on enlève la dent, voilà. Et quand c'est complètement sorti, on ne la réimplante pas. Donc maintenant, on va voir les conduites à tenir pour la dent permanente sur le même axe. D'abord les fractures, ensuite les luxations et l'expulsion. Pour les fractures,
Donc là, pareil, on a plein de formes de fractures, amélaire simple, amélodentinaire simple, amélodentinaire compliqué. Pour tout ce qui est fracture, donc fêlure, c'est la même chose, transillumination, on surveille les sensibilités, la plupart du temps, c'est pas très sensible. Pour les fractures amélaires, en fonction de la quantité d'émail, soit on reconstitue, soit on ne reconstitue pas. Ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, parce que là, on n'a pas beaucoup de surface de collage. Donc, si l'enfant bouge partout dans tous les sens, notre compo, il risque de pas tenir longtemps. Par contre, en cas de fracture amélodentinaire, là, on va protéger automatiquement. Donc, d'abord, dans la situation d'urgence, dans notre consultation, on va protéger soit avec un composite flow, soit avec un ciment verrier-nomière. Le but, c'est de protéger notre plaie dentitaire pour favoriser d'abord une cicatrisation dentinaire, éviter les sensibilités. Ensuite, on revoit l'enfant. Comme ça va nous permettre de faire notre premier contrôle post-traumatique avec des tests, les radiographies pour les comparer avec notre radio initiale et reconstituer donc généralement au composite. Ensuite, dans le cas d'une fracture amélodentinaire compliquée, c'est-à-dire avec exposition pulpaire. La plupart du temps, en fait, on a une corne pulpaire qui est touchée, une pointe. Donc là, on va faire un coiffage pulpaire direct avec un matériau pour coiffer notre pulpe. Il existe plein de matériaux sur le marché pour coiffer notre pulpe. Donc, on fait notre coiffage pulpaire en urgence. Après, bien sûr, avoir nettoyé bien autour, donc notre dent et puis les tissus mous tout autour. Et mettre en place un ciment verrier-nomière pour protéger notre coiffage. On ne va pas reconstituer la dent, hein, c'est vraiment protéger notre coiffage pour pouvoir refaire une séance ensuite de contrôle par rapport à notre coiffage et après reconstituer la dent. On a aussi très souvent le cas d'une fracture coronaire, soit simple, soit complexe, donc associée en fait avec une exposition pulpaire, mais où on a retrouvé le morceau de dent, c'est-à-dire que le parent apporte quand même le morceau de dent. Donc, dans le cas où on retrouve un morceau de dent, le morceau de dent, l'idéal, c'est de recoller ce morceau. C'est toujours mieux de recoller un morceau que de poser en première intention une résine composite. Parce que là, on a vraiment la teinte et le morceau de la dent. Donc, comment recoller le morceau? Là, l'exemple que je donne, c'est avec du composite plo. Donc, vous allez mordancer les deux parties, en fait, celle que vous donne le parent et celle qui a en bouche. Ensuite, vous allez mettre en place donc notre colle, etching, et après mettre en place, par exemple, un composite flow, donc sur les deux morceaux que vous allez coller. Et ensuite, photopolymériser, et après, faire de la surveillance. On peut avoir sur le coup, en fait, à la sortie de la consultation, une discoloration, en fait, différence entre le morceau que nous a donné le parent et le morceau qui est en bouche de la dent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déshydratation de la dent, le temps, en fait, que le parent apporte, surtout si il l'a pas mis dans du sérum Phi ou dans du lait, quelque chose comme ça. Après, cette réhydratation, en fait, va se faire de manière naturelle au fur et à mesure des jours, en fait, après le recollage de la dent. Donc ça, par contre, il faut prévenir le patient que c'est normal qu'on ait une différence due à la déshydratation. En cas de fracture coronoradiculaire sur la dent permanente, donc là c'est pareil, on peut avoir des fractures simples, donc pas d'atteinte pulpaire et des complexes avec atteinte pulpaire. Donc si on a une fracture simple, l'idéal c'est de protéger la paroi coronaire et radiculaire en fonction de où est-ce qu'on peut accéder avec un ciment verrier-nomière en attendant que ça cicatrise au niveau des tissus parodontaux pour pouvoir faire une reconstitution un peu plus durable. Donc ça, c'est dans le cas où la fracture elle est assez simple et qu'elle ne va pas très loin. Après, c'est plus compliqué déjà quand une fracture va beaucoup plus loin, puisque là, on va protéger au mieux notre dent en cas d'urgence, hein.
avec un ciment verrier-numéraire, mais par contre, après, il va falloir voir qu'est-ce qu'on va faire au niveau parodontal et jusqu'où va la fracture et est-ce que la dent peut être conservée et de quelle manière on va la reconstituer pour que la reconstitution soit la plus durable possible. Au niveau fracture radiculaire sur la dent permanente, pareil, plusieurs cas en fonction de la localisation de la fracture, en fonction du type de cicatrisation qu'on va obtenir, osseux, fibreux, conjonctif. Bon, la plupart du temps, il va falloir vérifier la mobilité de la dent pour savoir si contention mise en place ou pas. Contention qui dure assez longtemps pour une fracture radiculaire. Et puis dans certains cas, on va faire un traitement radiculaire de la partie en fait qui s'est nécrosée, au mieux pour essayer de garder cette dent le plus longtemps possible. Alors, des fois, en cas de fracture radiculaire, la dent ne bouge pas forcément. Donc, en urgence, on n'est pas forcément obligé de mettre une contention dans la consultation d'urgence. Des fois, ça va être une surveillance, en fait, tout simplement, assez proche pour voir s'il y a nécrose ou un type de cicatrisation qui se fait et si la dent peut rester comme ça avec ce type de cicatrisation qu'elle réalise. En cas de luxation, maintenant, on va parler sur les dents permanentes. Donc, pareil, en fait, ça va dépendre de combien de temps après le choc, vous allez voir l'enfant. Si vous voyez l'enfant très rapidement, qu'il n'y a pas de caillot qui s'est formé, le but, c'est de repositionner la dent. Repositionner la dent, mettre une contention en place et après surveiller. Mais des fois, il y a déjà le caillot, donc la dent, vous n'arrivez pas en fait à la repositionner. Donc à ce moment-là, le but, c'est qu'elle cicatrise dans la position qu'elle a, mais qu'elle cicatrise, qu'elle reste vivante. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est après, avec l'aide d'un orthodontiste, que vous allez repositionner en fait la dent dans un second temps. En cas d'intrusion sur la dent permanente, donc la même attitude que sur la dent temporaire au départ, on va attendre en fait qu'elle redescende toute seule. Et donc, des fois, elle redescend bien, des fois, elle redescend moins bien. Si elle redescend bien, tant mieux. On va surveiller donc la vitalité pulpaire pour voir si elle reste vivante ou pas. Par contre, quand elle ne redescend pas, là, on va faire appel à l'orthodontiste pour voir s'il ne peut pas la tracter pour la repositionner. Enfin, les cas d'expulsion. Donc là, la première indication, c'est de réimplanter. Plus vite on réimplante, mieux c'est pour notre dent. Si la personne, il y a un adulte à côté qui se sent capable de réimplanter, c'est l'idéal, le potentiel de cicatrisation, surtout lorsqu'on a une dent qui est très jeune avec une racine qui est très large, c'est d'essayer de réimplanter tout de suite le maximum. Après, si personne ne se sent le courage de réimplanter, il faut la conserver au mieux, donc sérum Phi, dans du lait ou dans la salive du patient, en fait, tout simplement, pour l'emmener au plus vite au cabinet et que le dentiste fasse la réimplantation. Le pronostic de cette dent va être complètement variable en fonction, d'une part, du stade de la maturité de la racine. Plus on a une racine à apex ouvert, plus on a de chances que cette dent cicatrise par rapport à un apex qui est presque fermé. Ça va dépendre aussi de l'état des cellules du ligament parodontal. En fait, plus elles vont être réhydratées en fait au maximum, plus on a de chance en fait d'obtenir une cicatrisation et donc ça va vraiment dépendre de multiples facteurs, le temps extraoral, le type de conservation, voilà. Donc vraiment garder en tête, réimplanter le plus rapidement possible. Et le traitement, bien sûr, va varier si on réimplante dans les 15 minutes, dans les 60 minutes ou si on dépasse l'heure. Plus on s'éloigne de l'heure, plus c'est compliqué pour la cicatrisation de la dent. Mettre sous antibiothérapie, par contre, absolument.
Juste une slide sur la contention, même si on n'a pas grand-chose dans le cabinet, un fil, du composite, on se baxe sur les 2 dents à côté de la dent donc qui a été traumatisée. Voilà, pas besoin de faire une longue contention. On fait au mieux avec les tissus parodontaux qui sont autour. Voilà. C'est le minimum en vestibulaire. Voilà. Après, il y a des kits de contention qui sont déjà préfaits, voilà, où il y a juste à mettre les plots de composite. Mais déjà, le fil avec le composite, c'est très bien. Maintenant, on va passer à autre chose. J'ai axé sur la traumatologie, mais on va parler aussi d'autres urgences. Donc, les urgences infectieuses. Chez l'enfant, quelques petites légères différences par rapport à l'adulte, puisque là, on peut avoir vraiment des polycaries, hein, comme je vous ai dit, des enfants qui ont sur 20 dents, ils ont 16 dents cariées, il n'y a que les 4 incisives mandibulaires qui ont été protégées par la langue, tout le reste, c'est carié. Donc, c'est par exemple l'histoire du petit Dorin qui a 4 ans et demi, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui est en bonne santé générale, il consulte parce que il a une douleur maxillaire droite. Il a vu des dentistes qui lui ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Il a vu une pédo près de chez lui qui a indiqué l'anesthésie générale. Il est dans une famille d'accueil depuis 4 mois. Il vit en dehors de l'Île-de-France. Donc, moi, il vient à la consultation. Il a un abcès au niveau de 55, un abcès au niveau de 64-65. Il a des caries partout, sur toutes les dents. Donc, c'est sûr que chez ce patient, il y a beaucoup d'urgences, beaucoup de caries, beaucoup de douleurs partout. Donc, c'est pour ça que il se plaint de douleurs partout. Mais c'est sûr qu'en consultation d'urgence, on va pas pouvoir tout soigner en un coup et tout gérer en un coup. Donc déjà, cette consultation d'urgence va nous permettre d'évaluer les dégâts, d'accord, sur l'ensemble des dents, cliniquement et aussi radiographiquement, pour pouvoir expliquer qu'est-ce qui est conservable, qu'est-ce qui n'est pas conservable, puisque le but va être de soigner l'enfant au fur et à mesure des séances pour que ça aille mieux pour lui dans sa bouche. Donc, on va faire des ordonnances d'antibiotiques, d'anxalgiques en fonction de la situation. Le but, c'est d'attendre au mieux les séances de soins. Bien entendu, parler de tout ce qui est hygiène alimentaire, tout ce qui est hygiène dentaire pour rétablir la situation, parce que heureusement, on est face à des dents de lait. Le but, c'est que la même chose n'arrive pas sur les dents permanentes et établir donc les séances de soins par cadran au moins pour ensuite faire une réévaluation et surveillance de l'enfant. Mais on peut aussi avoir des abcès, exactement comme chez l'adulte, l'enfant qui arrive avec la joue gonflée, une partie de la joue gonflée. Donc là, même état, on fait d'abord notre examen clinique. Bon, là, on a l'impression que c'est une molaire qui bouge. On ne voit pas grand-chose au niveau examen clinique. Notre examen radiographique pour essayer de détecter la cause. Bon, dans ce cas-là, par contre, la cause était un peu plus importante et on comprend pourquoi il a un abcès. Donc, effectivement, dans ce cas-là, en urgence, ça va être une prescription d'antibiotiques absolument pour que la joue dégonfle. Et ensuite, là, chez ce patient, donc un Conbin a été réalisé et il a été envoyé donc en chirurgie pour effectuer la chirurgie. Après, on a des abcès beaucoup plus simples sur une molaire de lait où là, c'est endo, il n'y a absolument rien en exobuccal, c'est en endobuccal, on voit l'abcès, il y a du pus. Donc, l'acte d'urgence, là, c'est l'ouverture de chambre de la dent, avec ordonnance antibiotique, pas forcément en fonction du cas et de quelle manière ça a drainé, antalgique en tout cas, afin d'attendre donc la séance ultérieure où donc, dans ce cas-là, l'extraction de la dent aura été réalisée. Là, c'est une semaine après, on voit que tout a bien dégonflé, que c'est quand même beaucoup mieux au niveau parodontal et on va être dans une meilleure situation pour réaliser notre extraction. Ensuite, maintenant, je vais parler des petites urgences, donc qui rien de grave, on va dire, pour l'enfant, mais qui est très compliqué quand même à gérer pour les parents. Et où la demande d'une consultation rapide, des fois même dans la journée, est importante pour le parent.
Donc, on va les détailler une par une. Donc, par exemple, c'est l'histoire de Victor qui a 4 ans et demi. Il vient pour une douleur depuis 2, 3 jours. Quand je lui demande où, ben, en fait, gros, il ne sait pas. C'est un peu partout. La mère n'a même pas réussi, voilà, à essayer de localiser. Il dit à des endroits différents, il ne sait pas trop. Elle lui a quand même donné du Doliprane, mais bon, ça n'a rien fait du tout. Par contre, il ne mange pas. L'alimentation est très difficile, il passe, voilà, il chouine beaucoup. Il a fait qu'une première visite à l'âge de 3 ans et puis il n'a plus jamais revu de dentiste, mais par contre, il n'a pas de souci général. Bon. Donc, voilà, on fait examen exo-anamnèse, examen exo-buccal, examen endobuccal. Et donc, par chance, ce petit Victor, même si ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas vu de dentiste, heureusement, il n'y a pas de carie. Puis c'était tout simplement un aphte, en fait, en regard de 73-74 qui le gênait. Donc, effectivement, en soi, c'est pas très urgent, un aphte, voilà. Mais cette consultation, en fait, va nous servir pour une consultation que j'appelle, éducative. Et donc de prévention, c'est-à-dire, voilà, expliquer à la mère, bon, c'est bien, heureusement, il n'y a pas de carie, c'est très bien, c'est juste un aphte. Donc lui expliquer là voilà, qu'est-ce que c'est? Ça va disparaître tout seul en 1 semaine, 10 jours. Prescrire un gel afin que ça le gêne moins pour manger, mais qu'en gros, c'est rien du tout. Par contre, voilà, faire vraiment une éducation, une motivation donc à l'hygiène alimentaire et à l'hygiène dentaire, et puis surtout lui expliquer qu'1 an et demi, c'est beaucoup chez l'enfant et qu'il aurait pu se passer plein de choses. Et donc, voilà, que la surveillance, les surveillances tous les 6 mois, c'est aussi apprendre à l'enfant à ce que c'est le dentiste, en fait, tout simplement, et pour qu'il s'habitue, en fait, au dentiste. Voilà. Donc, cette urgence que vous allez quand même prendre, parce qu'au départ, vous ne savez pas que c'est un aphte, tout simplement, et finalement, va servir de visite dite éducative. Même chose pour ce que j'appelle les dents croco, qu'on voit très souvent chez l'enfant à des âges plus ou moins variables, où en fait on a une dent d'adulte qui pousse et la dent de lait n'est pas tombée. Mais cette histoire de dents croco peut durer très longtemps et embêter très fortement l'enfant et les parents jusqu'au moment où tout est entartreux, l'enfant ne veut plus manger, ne veut plus brosser les dents parce qu'on ne veut surtout pas toucher à cette dent. Et les parents n'osent toujours pas toucher à cette dent pour l'enlever. Donc, conclusion, c'est la panique et on est obligé de le voir. Alors, bien sûr, vous dites bien, c'est l'extraction. On va extraire cette petite dent de lait qui gêne l'enfant, mais c'est surtout que ça va nous servir aussi de visite complètement éducative, en fait, tout simplement, et préventive en fonction de l'âge de l'enfant. Complètement comme tout à l'heure, parce que des fois, c'est la première visite de l'enfant. Il a 5 ans et demi, 6 ans, jamais vu le dentiste, et il vient parce qu'une dent qui bouge, il n'arrive pas à la faire tomber. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petites urgences, mais où ça va nous servir pour tout ce qui est éducation. Après, j'ai l'histoire de Corentin. Corentin, c'est un patient que je suis depuis très longtemps, puisque je suis aussi sa sœur. Donc, il vient tous les 6 mois en contrôle. Il a 5 ans et demi. Et là, il vient avec sa sœur classiquement pour sa visite de contrôle. Bon, au début, donc, je demande si tout va bien depuis la dernière fois que je l'ai vu. Et puis là, les parents, en plus, les 2 parents sont présents cette fois-ci. Et puis, ils me disent, ouais, il n'est pas très bien. Il se plaint un petit peu de douleur. Là. Depuis quelques jours, ça fait pas très longtemps. On ne sait pas trop où. On ne s'est pas trop posé de questions, il mange pas beaucoup, et bon, c'était pas très grave, voilà. Mais de toute façon, on venait vous voir, bon voilà. Donc pas trop de soucis de la part des parents. Et puis finalement, quand je vois l'enfant, qu'est-ce que je vois? Je vois des gencives bien gonflées en bas. Au niveau palais, je vois un palais bien ulcéré à différents endroits en palatin des dents. Et notre petit Corentin a fait une primo-infection herpétique, ce qui est très très fréquent chez les enfants de moins de 6 ans, encore plus chez les enfants qui ont autour de 2 ans, une réaction donc assez importante qui les empêche de manger, qui fait mal. Donc là, c'est vrai que les parents n'étaient pas très inquiets, mais des fois, c'est un motif de consultation, en particulier chez l'enfant en bas âge, parce que l'enfant pleure toute la journée, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà. Donc là, va falloir désinfecter tout ça, donc en tamponnement avec des bains de bouche antiseptiques. Là, il en avait aussi même sur la langue. Donner des gels anesthésiants, donc plus l'enfant est petit,
Plus il faut faire attention avec les gels pour pas en mettre trop parce que parce qu'il faut quand même qu'ils s'alimentent et qu'ils fassent pas de fausses routes. Du Doliprane et même quelquefois de la cyclovir en fonction du cas, de l'importance, hein, pour atténuer en tout cas les douleurs de l'enfant et qu'il essaye de s'alimenter le plus possible. Donc, primo-infection herpétique, c'est très fréquent. Ça passe en gros en une semaine, 15 jours au niveau des lésions. La plupart du temps, moins de 6 ans, mais on peut avoir pour plus jeune, moi j'ai plus âgé, j'ai déjà eu jusqu'à 14 ans pour une première infection herpétique. Donc ça, il faut y penser. Ensuite, j'ai le cas de Raphaël, pareil, un patient que je suis, il a 6 ans et demi. Je l'avais vu il n'y a pas très longtemps. Et heureusement que c'est un patient qui vient régulièrement, puisqu'à la dernière visite de contrôle, j'avais expliqué aux parents que bientôt, il y a des dents au fond qui allaient pousser sans aucune dent temporaire ne tombe. Et donc là, quelques mois après, le papa appelle disant « mais il a des douleurs au fond, la gencive elle est pas belle depuis 3-4 jours, j'ai donné du Doliprane, ça a un peu marché, je suis pas très inquiet parce que vous m'aviez dit qu'il se passerait des choses, mais bon, je préfère quand même que vous le voyez. » Bon, bah, très bien, on le voit, donc effectivement, la gencive est pas très belle, encore là ça va, des fois c'est pire et bien rouge, là ça a pendouillé un peu de partout, donc bon, c'est une molaire qui pousse, voilà. Très fréquent aussi, hein, des dents d'adultes qui poussent, les parents ils regardent même pas dans la bouche, ils savent pas pourquoi, l'enfant il a mal, il chouine, et c'est tout simplement une dent qui pousse. Bon, bah là, pareil, hein, en fonction du cas, désinfection, Doliprane, pas besoin d'antibiotiques pour ce genre de choses. Ça passe très facilement à partir du moment où la dent est sortie. Du gel un peu anesthésiant pour qu'il puisse manger en attendant que ça sorte. Normalement, ça se passe très, très bien. Après, la problématique, c'est des fois, c'est associé à des anomalies structure de type NIH, où là, en fait, le plus gros problème, c'est la sensibilité de la dent. C'est-à-dire que la dent, elle sort, elle commence à être sensible, il commence à avoir des fortes douleurs à l'alimentation, lorsqu'il boit du froid, lorsqu'il mange du froid, lorsqu'il se brosse les dents. Donc là, ça va nous servir vraiment de visite de prévention, de mettre en place déjà des moyens préventifs pour cette sensibilité donc au niveau de la nouvelle structure, et surveiller fortement cette dent qui est en éruption pour pouvoir la protéger le plus rapidement possible. Ensuite, on a le cas de Clément, lui, qui a 4 ans et demi. Donc lui, je l'ai vu dans la journée, on a fait le soin, ça s'est bien passé. Donc, soin avec anesthésie. Donc, on explique toujours aux parents, surtout quand l'enfant est très jeune, les sensations de l'anesthésie, que ça va durer 1 heure à 2 heures, voilà, qu'il va faire attention à ne pas manger, à faire attention aux joues, aux lèvres, parce qu'ils peuvent se mordre. Mais malgré ça, il y a des fois, c'est compliqué à l'enfant de tenir un truc dans la bouche pendant 1 heure pour éviter qu'il se morde. Donc, des fois, les parents rappellent dans la journée ou des fois même le lendemain en disant catastrophe, il a un abcès dentaire, il est tout gonflé, ça dure, voilà. Des fois même, j'ai vu le médecin généraliste, ça s'est déjà arrivé, qui m'a dit que c'est un abcès dentaire. Bon. Au final, c'est quoi? C'est une morsure. Donc, généralement, il n'y a pas forcément besoin d'une consultation, sauf si le parent ne vous croit pas que c'est une morsure. Donc là, vous voyez l'enfant, vous montrez la morsure. Donc là, c'était vraiment typique d'une morsure. Et puis là, il faut mettre en place, puisque le but, c'est éviter en fait la surinfection de cette morsure. Donc, mettre en place un bain de bouche antiseptique, en fait, pour éviter donc la surinfection. Pareil, normalement, en 2-3 jours, ça dégonfle assez facilement au niveau de la lèvre et des joues. Donc, pour conclure, je dirais qu'il faut effectivement distinguer ce qui est une vraie urgence d'une petite urgence, on va dire, puisque vous n'allez pas positionner de la même manière dans votre agenda, surtout par exemple en cas de traumatologie ou en cas d'abcès, vraiment, ça peut vous mettre plus de temps parce qu'il y aura un acte dentaire, contrairement à notre petite urgence où ça sera juste une ordonnance ou des fois quasiment rien d'explication. D'où le rôle hyper important de votre assistante, donc au téléphone, pour distinguer au mieux la vraie urgence de la fausse. Et quand même savoir utiliser toutes les visites, en particulier chez l'enfant, même celle qui pour vous n'est pas urgente, mais pour
l'enfant et l'adulte est urgence, et le fait de la transformer en visite de prévention éducative, en fait, pour que cette visite, elle serve à quelque chose, même s'il n'y avait pas grand-chose et qu'un aft, par exemple. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention et je suis à disposition pour vos questions. Alors, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Alors, avez-vous des questions? Alors, je vois qu'il y a une question. Ah, docteur Levan. Bonsoir, docteur. Faites-vous des traitements de gencives à l'acide qui marchent bien en anti-inflammatoire? Non, Ah, non, je et connais donc, même pas. Enfin, je fais jamais ça. Bon. Peut-être le docteur Levan a une autre question par rapport à ça, non? Alors, si on attend vos questions, n'hésitez pas, hein, surtout. J'ai pas- Alors, j'ai une autre question. Avec quoi faites-vous le coiffage et les étapes, s'il vous plaît? Le docteur, c'est un docteur anonyme qui ne dit ne pas avoir très bien compris. Par rapport au coiffage, les Au différentes... coiffage direct? je pense que c'est ça, oui. Alors, moi, j'utilise un équivalent du MTA. Au début, j'utilisais, bon, au tout début, il y a 17 ans, l'hydroxyde de calcium. Après, donc, je suis passée au MTA, mais j'avais des problèmes de coloration avec le MTA. Donc, maintenant, j'utilise un autre matériau, le Total File que j'utilise. Donc, je l'ai sous deux formes, soit sous forme de seringue, en fait, soit sous forme d'un pot. Et donc, il est déjà, je le prends, en fait, j'ai juste à le malaxer pour le positionner. Donc, ça, c'est dans les cas où c'est beaucoup plus important au niveau de l'ouverture de la dent. Oui. Donc, dans le cas d'une fracture simple incisive, c'est mon truc à seringue que j'utilise. C'est de Donc, chez déjà, qui ce produit? C'est, Total File, Total, plus loin, Fi2L. je sais pas de chez qui c'est. Moi, c'est Pierre Rolland que j'achète. Pierre Roland, d'acheter. Voilà. Mais bon, c'est un équivalent. Après, on peut utiliser, il y a plein de matériaux, la biodentine, il y a énormément de matériaux tant qu'ils sont bioactifs et biocompatibles. Voilà. Moi, j'utilise ça. Voilà, j'ai deux formes. Donc, déjà, je nettoie donc très souvent en fait au niveau parodontal, ça saigne, etc. Donc, tout doit être propre et nettoyé. Je nettoie ma dent. Pareil avec Paroex, en fait, tout simplement, tout autour, s'il y a des gravillons, de la terre qu'il peut avoir sur la fracture, en fait, tout simplement, il faut que ça soit propre. Ensuite, en fonction de la situation, soit je peux poser ma digue, soit je peux pas parce que au niveau gingival, ça va pas au niveau position de la dent. Et à ce moment-là, je mets des écarteurs photo et des cotons. Et donc là, pareil, si ça date de pas longtemps, l'exposition pulpaire, que je vois que c'est propre, c'est juste un petit impact, à ce moment-là, je ne touche pas du tout avec ma fraise, en fait, et je mets mon coiffage pulpaire, donc avec ma seringue, je mets mon petit tas de coiffage pulpaire, et ensuite, je mets un CVI tout au long de ma fracture qui va protéger mon coiffage pulpaire, et après, dans un second temps, quand je réévalue l'enfant, bah là, je vais reconstituer la dent, faire mes tests cliniques, etc. Soit ça fait un peu longtemps que le trauma s'est passé, je vois que c'est pas très propre. À ce moment-là, je prends ma fraise stérile, en fait, voilà, neuve, et j'ouvre, en fait, je vais dans le nerf, en fait, tout simplement, pour éliminer, en fait, la partie de la pulpe qui a été souillée, en fait. Ensuite, je fais mon hémostase pour être sûr que j'ai plus de saignement, en fait, que mon hémostase est fait. Et là, je fais mon coiffage pulpaire sur une pulpe qui est saine et propre.
Voilà. Donc, pareil, en fonction de l'ouverture que j'ai, soit j'utilise ma seringue, mais la plupart du temps, quand je commence à ouvrir et à aller à l'intérieur, j'ai une ouverture qui est plus importante. Donc là, je prends mon petit pot, en fait, et puis je prends ma pâte voilà, qui est déjà faite, et puis je foule à l'intérieur pour faire mon coiffage pulpaire. Donc là, c'est un début de pulpotomie partielle en fonction, la profondeur va varier en fonction de ce que je vois cliniquement. Des fois, c'est juste un coup et puis c'est propre, et puis des fois, il faut aller plus loin. Et ça va dépendre en fait de combien de temps date le choc et de aussi où est-ce que ça s'est passé. Plus c'est souillé, plus c'est contraignant en fait. Le docteur Diane Buch nous dit bonsoir, en cas d'abcès, quels sont vos critères de décision pour choisir entre tenter la pulpectomie ou l'extraction? Et en cas de pulpectomie, quel matériau utilisez-vous? Alors, déjà, savoir si c'est un abcès pour la première fois, c'est-à-dire sur la dent, ou si ça fait plusieurs fois qu'il y a un abcès sur cette dent. D'accord. Donc, donc, on peut plus facilement faire la pulpectomie en cas d'abcès pour une première fois, parce qu'à partir du moment où ça récidive et que ça fait plusieurs fois, ça veut dire que c'est allé vers quelque chose de chronique, et donc là, très souvent, on aura une fistule pas très longtemps après. Ensuite, il faut regarder au niveau radiographique si on a de la résorption au niveau de notre racine, si on a une atteinte osseuse qui a commencé. À partir du moment où il y a de la résorption ou une atteinte osseuse, on ne va pas se poser question, on va extraire la dent. Après, des fois, ça arrive, on voit l'enfant, il y a un abcès qui vient d'arriver, c'est une première atteinte carieuse, premier abcès, on prend la radio, les racines sont nickel, l'os est nickel, donc là, on sait qu'on va pouvoir tenter une pulpectomie. On demande aussi quel ciment de verionomère. Ah oui, alors non, pour le matériau de la pulpectomie, donc oui, chez l'enfant, moi j'utilise l'oxyde de zinc eugénol. J'ai de l'oxyde de zinc en poudre, de l'eugénol, je patule et je mets au lentulo. Après avoir désinfecté, alésé, etc., fait ma pulpectomie. Voilà. Quel CVI j'utilise? Moi, j'utilise 2 CVI, le Fuji 2 LC, voilà, qui est donc en cupule et puis que je photopolymérise. Et j'utilise le CVI Forte. C'est le rouge, enfin voilà, Forte, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui lui durcit tout ça, j'attends 2 minutes. Okay. Moi, c'est les 2 CVI que j'utilise pour les reconstitutions. D'accord. Très bien. Mon choix varie aussi en fonction de l'âge de l'enfant, puisque le Fuji 2LC s'use en fait plus rapidement que le Forte. Donc, ça dépend si l'enfant, la dent, elle va tenir 1 an ou si elle va tenir 5 ans en bouche. Voilà. Enfin, il y a plusieurs critères. Après, dans la manipulation, c'est pareil. Le LC, c'est très rapide. Vous êtes un enfant en bas âge, il a 2 ans. Voilà, j'injecte le LC, je photopolymérise direct. C'est bon, je ne peux pas attendre 2 minutes sur un enfant de 2 ans. Donc, il y a plusieurs critères variables. Donc, mais c'est les 2 que j'utilise, moi. D'accord. On vous demande aussi, docteur, avec quoi faites-vous l'obturation en dos pour les dents temporaires? Là, je viens de le dire, l'oxyde de zinc eugénol. D'accord. Alors, ça, c'est pour les racines. Après, moi, je mets du calcogène, donc c'est l'IRM à prise rapide. Et par-dessus, en fonction de la dent, soit du CVI seul, soit CVI composite, après CVI, coiffe pédo, ça dépend en fonction de ce que c'est. Mais dans les racines, c'est oxyde de zinc eugénol. Truc de base. On vous demande aussi, est-il nécessaire de prévenir les parents lors d'un traumatisme de dents permanente qu'il pourrait y avoir des risques de résorption interne ou externe dans l'avenir? Au risque de les inquiéter, bien sûr, mais faut-il les toujours prévenir? Moi, je préviens toujours, même pour une fracture de l'émail. Moi, j'ai déjà eu nécrose, c'est très très rare, mais j'ai déjà eu nécrose dentaire quelques mois après pour une fracture de l'émail, a priori sans autre choc, et ça s'est nécrosé. D'accord. Donc, moi, je préviens toujours que c'est jamais du 100%, voilà, qu'il y a des risques. Alors, plus le choc est important, plus le risque est important.
Sur une fracture de l'émail, le pronostic est bon. Une amélodentinaire simple, le pronostic généralement est bon sur ce genre de choses. Mais par contre, moi, je préviens toujours qu'on peut avoir des chances. Et je dis même jusqu'à 5 ans, je peux avoir des résorptions. Moi, c'est déjà arrivé de faire des suivis. À 5 ans, j'ai des résorptions qui apparaissent. D'accord. Donc, on Et prévient. dans le certificat médical initial, il faut vraiment le mettre. C'est hyper important. Ah Mettre oui. toutes les réserves et sur les dents, à côté, collatérales, antagonistes, on entoure tout le choc. Parce que D'accord. des fois, il y en a une qui a pris beaucoup et puis c'est la dent d'à côté qui se nécrose. Hein. Ah oui. Donc, il faut vraiment faire attention. Très bien. Alors, avez-vous d'autres questions? Alors, par contre, ben, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, ou vous voulez justement en savoir un peu plus sur les produits qu'utilise le docteur Rodriguez, ben, n'hésitez pas, hein, vous avez mon email et puis je transmettrai au docteur sans Pas de aucun souci. problème. Hein. Donc, en tout cas, vous avez des remerciements pour cette conférence, docteur. Merci. Merci, docteur. Ils me disent merci à vous deux. Merci beaucoup. Ben, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Vous étiez très nombreux et vous pourrez voir le replay de cette conférence dans une semaine environ. De toute façon, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez voir facilement ce replay. Et n'hésitez pas, si vous avez des sujets aussi, si vous pouvez me les envoyer. Alors, ben, on nous demande, allez-vous organiser d'autres webinaires en pédodontie? Ben, je pense que oui, Oui. docteur, hein. Il y en a un qui est prévu, je crois, en septembre. En septembre, oui, il y en a un Voilà, on qui n'a est pas décidé prévu. du sujet, mais après, si Non, vous avez des mais idées, ouais, on a mis il n'y a une pas de date en tout souci. cas. On a pensé à septembre, c'est vrai, parce que effectivement, la pédodontie, on s'est rendu compte que vous étiez très demandeur pour ces questions, donc oui, on va en Je faire. suis ouverte. Si vous avez des idées, pas de souci. Ben voilà, donc vous voyez, vous pouvez nous donner vos suggestions et vous me les envoyez à docteur Verly dit la prise en charge des MIH. Ouais. Hmm. Donc pourquoi pas, on va envoyez-nous et puis on va réfléchir, ouais. Effectivement, le docteur Buch aussi dit un webinaire sur les MIH serait très intéressant car de plus en D'accord. plus fréquent, c'est vrai Hmm. qu'on n'en parle pas. Seulement des sillons aussi, je vois. Hmm. Ouais, voilà, seulement des sillons. Bah écoutez, pas de souci, on s'occupe de ça. Hmm. Merci à vous tous et je vous dis n'hésitez pas, je vous enverrai un petit mail avec le replay. Très bonne soirée à tous, merci beaucoup À bientôt. Au revoir. et bon appétit. Au revoir.